Oui, salut. Je, je suis content de commencer un autre live, n'est-ce pas? Comme toujours, attendez. J'essaie, n'est-ce pas, voilà, pour éviter. Voilà. Je suis content de commencer un autre live qui nous permet d'avoir nos conversations hebdomadaires et qui nous permet également, n'est-ce pas, de nous mettre au diapason de ce qui se passe, mais également qui me permettent d'articuler un certain nombre d'idées que moi j'ai et de penser que moi j'ai. Vous savez, moi je pense toujours, hein, je suis une machine à penser, hein, donc c'est 100% tous les jours. Mais ce qui est aussi important, c'est que il y a quelques années comme ça, en 2014, j'écrivais un éditorial, un édito dans les journaux au Cameroun. Donc, il y a un moment d'ailleurs, j'écrivais dans tous les journaux du Cameroun parce que j'estimais à cette époque-là que les journaux étaient importants pour pouvoir exprimer ce qu'on pense. Il y a beaucoup d'idées que moi j'ai eues, que j'ai tout simplement exprimées dans les journaux au Cameroun. Par exemple, l'explication de ce que c'est que le concierge de la République. Je l'ai expliqué dans les journaux au Cameroun avant même que je le mette sur mes livres. Par exemple, d'ailleurs, le concept de bamiphobie, n'est-ce pas, que les gens utilisent maintenant partout. C'est moi qui l'ai formulé, hein. C'est moi qui l'ai formulé et je l'ai expliqué dans les journaux au Cameroun également, hein, dans un journal qui s'appelait Émergence, où j'avais une tribune hebdomadaire. Donc, mais entre-temps, n'est-ce pas, les réseaux sociaux sont nés et avec eux est venue quand même la nécessité de financer le travail qu'on fait parce que ces genres d'articles-là, je les écrivais gratuitement. Mais entre-temps, je crois que c'est important, pas seulement de faire un travail intellectuel, de débattre, c'est important, c'est beaucoup plus important de construire. Et comme vous savez, j'ai décidé de soutenir une maison d'édition camerounaise, hein, ça dit fait par un Camerounais. Je vous montre d'ailleurs le livre. J'ai décidé de soutenir une maison d'édition faite par un Camerounais et qui publie mes livres, qui publie tous mes livres. Les voici. Et donc, les voici. Donc, vous pouvez déjà les acheter à Yaoundé. Ils sont disponibles à Yaoundé, à la librairie des peuples noirs. Ils sont disponibles là-bas. Donc, vous pouvez les acheter là-bas. D'ailleurs, les 4, hein, je reviens encore avec l'autre. Voilà. Les 4, hein, les 4 livres sont disponibles à la librairie des peuples noirs à Yaoundé. Voilà. Donc, si vous allez là-bas, vous pouvez les acheter. Ils sont disponibles. Et voici. Mais ce que vous pouvez aussi acheter ces livres-là en contribuant, en achetant sur ma page. J'ai mis le lien de la page sur ce live-ci, afin que vous puissiez, n'est-ce pas, avoir accès. Je le poste encore, hein, parce que c'est essentiel de soutenir. Voici le lien. Et je le poste encore, voilà ça. Donc, le lien est là. Vous me feriez un très grand service, vous me rendriez un très grand service si vous achetiez, n'est-ce pas, les livres. J'ai dit qu'ils sont disponibles à Yaoundé, mais ils sont disponibles sur la page aussi pour ceux qui sont à l'étranger. Et comme vous savez, pour cette fois-ci, j'estime que mes livres seraient également disponibles par Amazon. Achetés par Amazon, ils vous sont livrés en 2 jours. Hein? Et donc, vous les avez, quel que soit le pays où vous êtes. Donc, il n'y a pas d'excuse. Vous ne pouvez pas dire que vous n'aurez pas mes livres. Mes livres sont là, sont disponibles. Ils sont publiés par un Camerounais. Ils sont publiés par mon frère, parce que je suis communautariste. Donc, mon travail, j'aimerais construire les communautés. Et la première communauté à construire, c'est celle avec le lecteur. Et donc, lorsque vous achetez sur la page,
ça permet de financer un certain nombre d'actions. Ça permet de financer, par exemple, l'action pour aider les prisonniers. Et comme vous savez, moi, j'ai ma manière de structurer mes actions. Hein. Donc, structurer les actions, ça veut donc dire que il faut déjà supporter la structure, il faut financer la structure elle-même, mais aussi il faut donner une certaine orientation qui soit personnelle aux actions que je pose pour qu'elles ne soient pas dépendantes d'autres organisations comme par exemple des partis politiques, comme par exemple des mouvements, parce que moi j'ai ma manière de voir des choses et j'estime que c'est elle qui vaut la peine. Et donc c'est pourquoi entre-temps j'ai également demandé que l'on me fasse des médailles, que l'on me fasse des médailles, n'est-ce pas, des médailles que j'ai présentées sur ma page, hein, des médailles qui permettront donc de distinguer les gens, de distinguer les actions qui ont été posées. Et donc, ceux qui vont recevoir ces médailles-là, c'est eux qui vont recevoir l'argent aussi. Donc, c'est un peu comme ça. C'est les critères de distribution de cet argent-là qui sont les médailles. Et donc, je vais expliquer ça pas à pas. Donc, j'y vais vraiment pas à pas. Mais le but, c'est d'aider les prisonniers. Donc, je ne suis pas tout simplement là pour aider les prisonniers, pour envoyer l'argent comme ça. C'est-à-dire, je prends l'argent, j'envoie, je ne suis pas un distributeur automatique d'argent. Non, non. Je suis en train de faire un travail idéologique et un travail qui se finance, qui se construit. Un travail qui est novateur, qui est nouveau, qui a plusieurs chapitres. Hein. Je suis en train de créer aussi une revue avec mon université, une revue qui a une autre dimension, mais qui sera tout aussi publiée par, n'est-ce pas, à Paris. Et donc, ça permet de fabriquer une surface intellectuelle, de faire un travail de substance et un travail d'activiste, mais qui soit inscrit dans des actes concrets. C'est-à-dire, pas seulement un travail d'activiste qui soit le bavardage, mais un travail d'activiste qui soit inscrit dans des actes concrets, mais aussi dans une intelligence vraiment supersonique. C'est ça. Cela dit, la question du jour, évidemment, c'est la guerre qui se passe en Ukraine. Plusieurs personnes se demandent pourquoi est-ce que ça m'intéresse autant. Ce sont des gens qui ne me connaissent pas. Ce sont des gens qui ne me connaissent pas. Ce sont des gens qui croient que je suis là pour perdre mon temps. Ce sont des gens qui pensent que je viens du vide, quoi. Mais moi, j'ai rapidement expliqué qui je suis, et je ne vais pas le dire tout le temps. Mais en fait, chacun d'entre nous a un passé. Et donc, s'il y a une profession dont j'avais toujours rêvé et que je voulais toujours faire, c'est celle de diplomate. C'est celle de diplomate. Bon, lorsque j'étais enfant, je voulais être juge. Hein? Je voulais être juge. Mais lorsque j'étais adulte, c'est-à-dire lorsque j'étais à l'université, je voulais devenir diplomate, donc faire le concours de lyrique. Parce que ça m'intéressait beaucoup. Ça m'a toujours beaucoup intéressé, les grands mouvements mondiaux, les grandes sphères d'influence, les batailles entre sphères d'influence. Et je me suis toujours posé la question de savoir quelle est la place de l'Afrique. Mais aussi, j'ai toujours estimé que je ne vais pas venir et puis m'inscrire dans une pensée qui est déjà établie, où on va dire par exemple le panafricaniste. Alors je dis panafricaniste, on va dire la négritude, c'est une négritude. Non, non, non. J'ai toujours estimé que j'avais l'intelligence suffisante pour pouvoir structurer une pensée qui puisse articuler la grandeur d'un monde. Et donc, c'est ce que je fais. C'est ce que je suis en train de faire. C'est beaucoup plus facile. À l'époque, donc, je voulais devenir diplomate. Mais je me suis rendu compte, avec les mouvements que nous avions là, je me suis rendu compte qu'être diplomate, ça voulait dire, en fait, à présenter le point de vue du pouvoir en place. Le pouvoir en place, moi, je n'ai jamais été d'accord avec lui parce que c'est un pouvoir boulot. Donc, j'ai compris rapidement que je ne pouvais pas présenter le point de vue du pouvoir boulot. Je ne pouvais pas, parce que c'est un pouvoir inscrit dans la médiocrité. Donc, je ne pouvais pas présenter son point de vue. Et donc, d'emblée, ayant compris ça, c'est-à-dire compris en fait que je suis une minorité, étant bamileke, et donc j'ai compris que je pouvais même pas représenter le pouvoir boulot. C'est un pouvoir génocidaire, donc je l'ai compris déjà depuis. Et donc, ça fait que j'ai quitté le Cameroun et je suis allé en Allemagne. Mais j'ai aussi compris que le côté globaliste, internationaliste, je dirais d'ailleurs, qui est ma passion, hein, qui est ma passion, je pouvais l'exprimer dans des romans. Et donc, je vais vous présenter. Hein, je pouvais l'exprimer dans des romans. Ça fait que j'ai écrit des grands romans comme ça, comme celui-ci, des grands romans comme celui-ci, n'est-ce pas? Ce sont des grands romans hein, qui ne demandent pas où il faut pas seulement raconter une histoire. Il faut avoir un principe de pensée, il faut avoir une vision politique, il faut avoir une vision globale du monde.
Donc, il faut avoir ce qu'on appelle une master theory. Il faut avoir une théorie globale, il faut maîtriser les grands enjeux mondiaux pour pouvoir écrire des romans comme ça. Donc, je les dis pas souvent parce que ça sonne un peu arrogant d'avoir une certaine vision globale. Surtout lorsqu'on est noir, vous savez, lorsqu'on écrit en français, les Français ont toujours une certaine vision qui veut que ce soit eux qui maîtrisent les enjeux du monde, alors que qui a grandi à Yaoundé, c'est que nous avons passé notre jeunesse à parler de tout ça. C'est-à-dire, lorsque je grandissais, c'était ma passion. C'est-à-dire la passion théorique, la passion des grands enjeux, des batailles entre la Chine et puis la Russie, entre la Russie et la place de l'Amérique latine, n'est-ce pas? Les combats mondiaux, les systèmes mondiaux. Donc, comme les world systems, comme on les appelle, n'est-ce pas? Wallenstein, à l'époque. Pour ceux qui écrivaient le doctorat d'État, n'est-ce pas? J'ai quand même eu de très grands professeurs, comme Numbe. Je me rappelle d'ailleurs je vais vous raconter cette histoire hein, que je n'ai jamais oubliée. C'est un coup de chapeau que je donne à mes professeurs. Professeur Kouma Numbe. Alors, le professeur Kouma Numbe est venu un jour dans notre classe. Il nous a montré une carte de l'Afrique. Une carte du monde, une grande carte du monde. Il faisait toujours des choses comme ça, comme Numbe, pour nous impressionner, quoi. Une grande carte du monde. Il nous montre ça quand on regarde. Alors, il dit, qu'est-ce que vous avez vu sur la carte? On regarde. Et je regarde, je dis, mais monsieur, sur la carte là, il n'y a pas l'Afrique. Il dit, mais justement, c'est ça. Il n'y a pas l'Afrique. Alors, il dit, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas l'Afrique? On fait des théories, il n'y a pas l'Afrique parce que ceci, parce que l'Afrique est pauvre, parce que l'Afrique est ceci. Il dit que non. Regardez, c'est une carte idéologique du monde. Et l'Afrique n'a pas encore une idéologie. Oh, j'ai jamais oublié ça. Ça dit que nous, on a applaudi. Hein. On l'appelait le petit père. On a applaudi le petit père. Il nous a encore tués aujourd'hui. Il nous a encore tués. Mais je n'ai jamais oublié cette histoire. N'est-ce pas? Quand on nous présente une carte du monde et que sur ce monde-là, l'Afrique n'est pas là. Et donc, je dis, ça c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Il est possible donc qu'on fasse une carte du monde sans l'Afrique. Donc, j'ai jamais oublié ça. Et donc, je crois que c'est formatif déjà. Ça a formé plus ou moins ma conscience. Et donc, depuis j'ai difficilement quitté cet aspect-là, où il y a quand même cette obligation que j'estime être africaine, de mettre l'Afrique sur la carte du monde, de faire de telle sorte que l'Afrique soit là. Donc, je n'ai jamais oublié ça et je pense que ça m'a formé vraiment. Donc, c'est pourquoi les grands enjeux mondiaux, les grands systèmes mondiaux, les grandes batailles mondiales me concernent toujours. Je ne dis pas les petites batailles, hein, comme on dit la guerre en Côte d'Ivoire, au Mali, à ceci, à cela. Ça m'intéresse. Mais ce qui me concerne toujours sont les grands enjeux. Les grands enjeux. Ça me concerne toujours. Toujours, toujours, toujours. Et c'est sans doute pourquoi je n'ai pas eu de problème à vivre en Europe, à enseigner en Allemagne, et je n'ai pas de problème à enseigner aux États-Unis non plus, parce que ma vision a toujours été de ces grands enjeux-là, n'est-ce pas? Ça y est, les grands enjeux. C'est pourquoi je n'ai, par exemple, jamais voulu aller en France, parce que la France manque cette vision grande, n'est-ce pas? Et alors que les États-Unis l'ont. Et donc, bon, bref. Ça, je dis en 2000, lorsque j'ai eu ma thèse doctorale, je pouvais vouloir aller en France, mais je n'ai jamais voulu le faire, parce que je estimé que la France était un petit pays, parce qu'elle n'avait pas une vision grande. Alors que les États-Unis ont une vision grande de grands enjeux. Donc, ça d'une vision où on inclut la bataille avec la Chine, où on peut se passer absolument du Portugal, de la France, on peut se passer de ça, où il y a vraiment une très grande bataille. Donc, c'est ça qui me concerne toujours. Et j'estime que c'est ce qui se passe maintenant. Parce que ce que j'ai appris des petits livres là, des livres là que je vous ai montrés, c'est que les grandes batailles ne commencent pas avec des grands antagonismes. Une bataille commence toujours petit. Une grande bataille ne commence jamais avec la bombe atomique qu'on jette, avec une... non. Une grande bataille commence toujours petit. Par exemple, la Première Guerre mondiale a commencé par un assassinat. C'est un assassinat. C'est un duc qui a été assassiné. Et c'est comme ça que soudain le monde a été recommencé. C'est-à-dire qu'on a réécrit tout. La Deuxième Guerre mondiale a aussi commencé avec un tout petit enjeu, c'est-à-dire que c'est une poste. La Deuxième Guerre mondiale a commencé comme ceci. C'est une poste où on met des lettres qui a été attaquée par les Allemands. Une poste polonaise en Pologne. L'armée allemande ou bien des soldats allemands sont venus, ils ont attaqué ça. C'était fini. Voilà. Donc c'est une poste. Comme quoi,
les grands enjeux mondiaux ne commencent pas par des grandes batailles. Non, la grande bataille, c'est à la fin. Au début, là, c'est une petite chose. Une toute petite, c'est une tentative. Ça dit que on te teste, quoi. C'est un petit test. On te lance un piège. Par exemple, Poutine lance un piège et il te fait tomber dedans. Dès que tu tombes dedans, il coupe ta tête et il attend ta réaction. Dès que tu réagis, etc., à la fin, on va voir qui va gagner. Donc, c'est comme ça que les grands enjeux sont mis en branle. Donc, ce qui se passe en Ukraine, c'est un grand enjeu. Pourquoi vous allez voir, lorsque vous lisez sur l'Ukraine, là, vous allez voir que Zelensky mentionne plusieurs fois qu'on a essayé de l'assassiner. Bon, c'est peut-être vrai, mais c'est peut-être faux aussi. C'est peut-être vrai parce qu'il est dans une situation de guerre. C'est peut-être faux parce qu'il peut utiliser ça pour pouvoir augmenter du moins la relation sentimentale qu'on a avec lui, pour pouvoir faire qu'on l'aime le plus. Mais ce qui est intéressant, c'est que il dit que ceux qui ont essayé de l'assassiner, c'est le groupe Wagner. Il dit que ceux qui ont essayé de l'assassiner, c'est le groupe Wagner. Ça veut donc dire que le groupe Wagner est impliqué en Ukraine. Le groupe Wagner, on le sait impliqué déjà en République centrafricaine. Le groupe Wagner, on le sait impliqué déjà au Mali. Ça veut donc dire que le groupe Wagner, s'il est impliqué en République centrafricaine, au Mali, en Ukraine, et c'est sans doute impliqué aussi en Syrie, etc. Ça veut donc dire que c'est le groupe qui est l'arme de l'État de Russie. Ça veut donc dire que ce n'est plus seulement un petit groupe comme ça. Ça veut donc dire que c'est le groupe paramilitaire qui agit au nom de la Russie. C'est simple parce que chaque fois où la Russie, n'est-ce pas, est mentionnée comme étant une force belligérante, le groupe, en Syrie, voilà, le groupe Wagner est présent. Moi, j'ai lu ça avec l'Ukraine. J'ai dit, ah bon? Donc, si le groupe Wagner est présent en Ukraine, ça veut donc dire que maintenant, c'est donc l'État russe qui est derrière. Là, c'est clair. Ça veut donc dire que voilà un enjeu mondial, voilà un enjeu global. Ça veut donc dire que on a une Russie qui apparaît de plusieurs manières. Apparaît comme une force paramilitaire, mais apparaît aussi comme une force militaire. C'est essentiel. C'est une structure à double visage qui nous apparaît de manière globale. Ça veut donc dire que si, comme les fois passées, on l'avait dit, est-ce que le groupe Wagner peut intervenir au Cameroun? Ça veut donc dire que la crise au nord-ouest et au sud-ouest est enceinte d'une intervention du groupe Wagner. Là, c'est absolument clair. Parce que le groupe Wagner, on avait décidé sur les dernières discussions que nous avons eues, on avait décidé que le groupe Wagner n'intervient pas seulement lorsqu'il est interpellé par un État, comme par exemple la République centrafricaine, comme par exemple le Mali, mais le groupe Wagner intervient aussi parce que mis en branle par un groupe qui a pu convaincre la Russie qu'il est le groupe dominant. Ça veut donc dire qu'il y a une possibilité là. Il y a une possibilité pour le conflit au Cameroun. Vous voyez donc un conflit comme celui qui est en Syrie, pour moi, n'est pas seulement un conflit où on vient montrer qu'on a maîtrisé, qu'on va discuter sur Poutine, où on aime Poutine. Non, non, non. Je ne suis pas là pour dire on aime ou on n'aime pas Poutine. Je suis là pour qu'on puisse comprendre clairement quels sont les intérêts de l'Afrique dans un conflit mondial. Et je reviens tout simplement sur ce que mon propre professeur Kouma Noumé nous avait expliqué. En classe, il avait dit, écoutez les enfants, vous êtes mes cadets, vous êtes mes enfants. Il faut savoir que le futur là qui est devant, les enjeux mondiaux, là, vous devez comprendre ça. Parce que vous ne savez pas dans quel boulot vous allez travailler. Vous devez les comprendre et vous devez savoir que dans toutes ces batailles que vous avez là, vous devez toujours représenter les intérêts de l'Afrique. C'est mon maître, c'est mon professeur qui m'a dit, c'est Kouma Noumé. Kouma Noumé au Cameroun là. C'est lui qui dirige, n'est-ce pas, c'est lui qui dirige la commission pour l'écriture de l'histoire du Cameroun. C'est lui qui dirige, je répète, la commission nationale de l'État du Cameroun pour écrire l'histoire du Cameroun. Mais c'est mon professeur. Lorsque j'arrive là-bas, comment nous met, c'est que j'étais parmi ses meilleurs enseignants. Donc il n'y a même pas question. Il n'y a même pas question de, c'est-à-dire discuter de sa capacité parce qu'elle n'est pas débattable. N'est-ce pas? C'est-à-dire c'est quelqu'un qui n'a pas seulement formé tous les historiens camerounais, c'est-à-dire que c'est lui qui a formé la Chine Bembe, c'est lui qui a été leur professeur.
mais il est aussi celui qui est en train d'écrire l'histoire du Cameroun. Donc, il est celui qui, honnêtement, m'a fait voir la nécessité d'avoir un point de vue sur les grands enjeux du monde. Donc, qui nous a fait comprendre que l'Africain que je suis, que l'Africain en général, devrait avoir une place sur toute carte du monde afin que l'on puisse savoir le point de vue africain. Avoir une place sur une carte du monde, ça veut dire avoir un point de vue clairement formulé. Avoir un point de vue tellement clairement formulé que, quelle que soit la réaction des Occidentaux, tu puisses être prêt à répondre par rapport, tu puisses être prêt à te défendre. Cela dit, revenons sur Poutine. La question qui se pose, c'est s'il peut gagner. La question qu'on se pose depuis, c'est s'il peut gagner. Nous savons très bien que, en fait, dans toute bataille, à la fin, il faut toujours un vainqueur. Et comme j'ai dit, les grands enjeux mondiaux ne commencent pas avec de grandes batailles. Ils commencent toujours avec de petites batailles. Et donc, celui qui a gagné la petite bataille-là peut aller à la suivante. C'est comme un champion de football. Tu gagnes d'abord le match que tu as là et puis tu passes au suivant. Et puis tu passes à une autre ligue, etc. Donc, est-ce qu'il peut gagner? Évidemment, oui. Pourquoi? Parce que il faut rentrer dans le passé. Il faut rentrer dans le passé. J'ai posté un article sur ma page là, né des réflexions que moi j'avais déjà depuis quelque temps, mais qui en fait sont suffisamment, je crois, claires, devenues claires après que je me sois entretenu avec mon frère Tim Abema. Ça, c'est la question de la Russie pauvre. La Russie pauvre. C'est la question de la Russie pauvre. Bon, c'est une question stratégique, disons. Ce n'est pas une question tactique parce que d'habitude, les Européens, lorsqu'on pose ce genre de questions ou bien les questions des grands enjeux du monde, ils vous ramènent sur les questions tactiques. Moi, je suis en train de parler d'un aspect stratégique, c'est-à-dire d'un aspect grand, d'un aspect de métathéorie. Alors, la question qui se pose, c'est la question de la pauvreté. Pour toute personne qui vient d'Afrique, l'Afrique a au moins quelque chose. Nous avons un certain nombre de choses où nous sommes forts. En fait, où on peut dire qu'on maîtrise ça. Et je vais vraiment insister là-dessus. On maîtrise au moins deux choses. On maîtrise les guerres civiles et on maîtrise la question de la pauvreté. Ces deux choses-là, on les maîtrise. Donc, on ne peut pas tromper un Africain là-dessus. On ne peut pas tromper un Africain sur la structuration d'une guerre civile. On ne peut pas tromper un Africain sur la pauvreté. Parce que toute l'Afrique est pauvre. Toute l'Afrique est pauvre. Donc, nous maîtrisons la pauvreté. On ne peut pas expliquer à une maman qui n'arrive pas à nourrir ses enfants ce que c'est que la pauvreté. Lorsqu'elle est camerounaise, elle est sénégalaise, elle est guinéenne, elle est malienne, elle connaît ça. Donc, c'est quelque chose que tout Africain connaît. Ça veut donc dire que tout Africain sait que la pauvreté, elle est manufacture. C'est-à-dire que lorsqu'on s'en va dans un quartier comme Madagascar, qui est un quartier pauvre, aujourd'hui, on vous dit que Madagascar, c'est un quartier de bandits. C'est le quartier dans lequel Méroman, des chiens et puis Mbunjak se passent. C'est le quartier où ça se passe. On vous dit que Madagascar, c'est un quartier de bandits. On vous dit que Madagascar, c'est un quartier pauvre. Mais Madagascar, c'est un quartier de fonctionnaires. C'était un quartier de fonctionnaires durant les années 50. C'était un quartier de fonctionnaires durant les années 60. C'était un quartier de riches. Ça veut donc dire que c'est un quartier appauvri. C'est un quartier appauvri. C'est ça le truc. Donc on ne peut pas dire... Chaque Africain sait que l'Afrique n'est pas pauvre. Chaque Africain sait que l'Afrique est riche en ressources minières, en ressources pétrolières, en toutes sortes de ressources. Chaque Africain le sait. Mais chaque Africain sait aussi que l'Afrique est pauvre parce que elle n'a pas la même mise sur ces ressources pétrolières-là. Ça veut donc dire que l'Afrique a été appauvrie parce que ses ressources pétrolières, minières, son sous-sol est accaparé par d'autres puissances. Que ce soit la France, que ce soit les États-Unis, que ce soit, etc. N'est-ce pas? Donc, c'est ça, en fait, le paradoxe. Ça veut donc dire que l'Africain sait que il est de surface pauvre, mais dans la profondeur même, il ne l'est pas. Comme quoi, toute analyse de la pauvreté doit toujours être basée sur une structure qui a deux visages, la surface et la profondeur. La surface et la profondeur. Un peu comme un papa bamileke, on le voit là, il est mal habillé, il est sale. Après ça, on monte l'étage à côté, on dit c'est lui qui a construit ça. Les Bafoussam, c'est Bafoussam qui font souvent ça, non? On monte l'étage, on dit le père qui marche à côté là, vous voyez là, il est pauvre là. L'étage là, c'est pour lui. Ça veut donc dire quoi? Il n'investissait pas son argent sur ses vêtements, il investissait sur quelque chose d'autre. Je prends ça comme exemple pour expliquer plus ou moins ce qui se passe avec la Russie. Vous allez voir avec
avec les États-Unis dans la bataille en général, les gens disent oui, les États-Unis ont gagné, les États-Unis sont forts, les États-Unis ils ont battu. Ce sont les Américains qui disent ça. Et avec ce qui se passe en Ukraine là, vous voyez, les Américains étaient en train de rire lorsqu'il y a un convoi devant Kiev. Alors, ce sont les Américains qui ont commencé à raconter n'importe quoi. Ils disaient, oui, les soldats russes là, ils sont pauvres, ils n'ont pas l'essence, ils n'ont même pas à manger, ils sont en train de fuir, ils sont en train d'abandonner. Ils croyaient déjà ils disaient déjà que la Russie a perdu. Depuis une semaine, le convoi est là, il n'a pas bougé. Et en même temps qu'il ne bouge pas, les soldats russes sont en train d'occuper le sud. Ils ont déjà fait tomber au moins 4-5 civils. Ils y vont doucement, mais ils occupent. Donc ça veut donc dire qu'il y a un problème. Mais en fait, si on réfléchit, on se sera rendu compte très facilement que ça ne fait pas sens. Parce que la même Russie là qui a le gaz, dont le gaz nourrit toute l'Europe, dont le gaz fournit toute l'Europe, la même Russie là n'arrive pas à financer ses soldats, n'arrive pas à donner l'essence à ses soldats. Mais ça ne fait pas sens. Et vous allez voir les Occidentaux, les Blancs, venir nous dire, la Russie n'arrive pas, les soldats russes n'ont pas l'essence. Mais ce sont les mêmes soldats, c'est la même Russie là qui finance l'Europe avec le gaz, qui n'arrive pas à mettre l'essence dans un petit convoi de soldats. Ça ne fait pas sens. Et vous allez voir, ce sont des Blancs du Pentagone qui vont vous écrire ça dans un dossier et vous envoyer ça, ce sera publié dans les journaux, New York Times, Washington Post, ça va être répété en France parce que la France répète tout ce que les Américains disent, ça va être répété en Espagne, en Allemagne, ça va être répété partout. Ça, c'est fondé sur une certaine idée. Une idée qui est d'ailleurs très facile à articuler, à présenter. C'est l'idée qui veut que la Russie soit pauvre. C'est l'idée qui veut que la Russie soit pauvre. Et c'est une idée qui alimente également les pays de l'ancienne Europe de l'Est. Comme quoi la Russie, qui est pauvre, vit aux dépens d'eux. La Russie exploite dans l'Ukraine, la Russie exploite la Pologne, la Russie exploite tout le monde, exploite à gauche, exploite à droite. La grande Russie que vous voyez là, gigantesque Russie, ne peut vivre que parce qu'elle vit aux dépens de la petite Pologne, ne peut vivre que parce qu'elle vit aux dépens de la petite Hongrie, ne peut vivre que parce qu'elle vit aux dépens de la petite... Ok, acceptons ça. Mais la Hongrie n'est pas différente du Portugal. Pourquoi est-ce que le Portugal n'est pas riche alors? Pourquoi est-ce que le niveau économique de la Pologne n'est pas différent de celui de l'Espagne? Qu'est-ce qui fait que un pays comme la Hongrie, c'est-à-dire soit pratiquement au niveau du Portugal, alors que le Portugal n'a pas la Russie qui l'exploite. Alors que le Portugal, il n'a pas une grande Russie qui est sur sa tête comme une sangsue qui vit aux dépens d'elle. Vous voyez donc que ça ne fait pas sens. C'est-à-dire l'idée que la Russie ne puisse que vivre aux dépens de ces petits pays-là, mais en même temps que la même Russie-là, n'est-ce pas, ne puisse pas financer des soldats qui entrent en Ukraine, ça ne fait pas sens du tout. Et c'est absolument hallucinant, comme on dirait, c'est vraiment d'une bêtise totale. On n'a pas besoin d'être économiste pour se rendre compte que ça ne fait pas sens. C'est-à-dire une même Russie, on ne peut pas avoir la même Russie là, qui est le plus grand producteur de gaz d'Europe, qui a la plus grande centrale nucléaire, n'est-ce pas, en Ukraine, qui rend toute l'Europe dépendante d'elle financièrement. La même Russie là n'arrive pas à financer l'essence de ses soldats. D'un convoi de soldats, elle n'arrive pas à financer l'essence d'un convoi. Ça ne fait pas sens. Et vous allez voir, ce sont des gens qui ont des postes d'analystes, n'est-ce pas, au Pentagone, qui vont vous le dire. Et cette doxa-là va être répétée. Mais comme je disais, c'est une doxa qui a une longue histoire. C'est une doxa qui est née, c'est-à-dire avec la chute du mur de Berlin, parce que les Américains n'ont jamais pu comprendre pourquoi est-ce que le mur de Berlin est tombé et pourquoi est-ce que l'Union soviétique a implosé. C'est l'un des mystères les plus, c'est comme décrit la pierre philosophale. C'est le mystère de notre temps. Pourquoi l'Union soviétique a implosé? Les Américains n'arrivent pas à comprendre ça. Ils sont très intelligents, mais ils n'arrivent pas à comprendre ça. Ils disent que, mais qu'est-ce qui ne va? Pourquoi est-ce que l'Union soviétique a implosé? Pourquoi? Ils n'arrivent pas à comprendre ça parce qu'ils se posent la mauvaise question. Ils se posent la mauvaise question parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Et étant donné que l'Union soviétique a implosé et qu'ils ont gagné sans gagner la guerre, parce que
les États-Unis, en fait, c'est-à-dire, comme on dit, le monde de 1990, s'est imposé avec la dominance américaine, pas parce que les États-Unis avaient gagné la guerre. Ils n'avaient pas gagné la guerre. Ils n'ont pas gagné la guerre. Mais l'adversaire a implosé. Donc, ils n'arrivent pas à comprendre ce qui s'est passé. Ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi l'URSS a implosé. Et donc, ils ont plusieurs explications. L'explication, ils se disent que, voilà, le président américain Ronald Reagan avait commencé ce qu'il appelait la guerre des étoiles. Et donc, avait forcé l'Union soviétique à aller au-dessus de son budget. Ce qui fait que l'Union soviétique a été ruinée. A été ruinée parce qu'elle dépensait beaucoup plus qu'elle ne pouvait se permettre de dépenser. Ce sont les Américains qui vous disent ça. Ils vous disent donc que, et ça c'est vraiment le seul bilan positif que l'on donne à Reagan, qu'il a permis donc à l'Union soviétique de dépasser ses forces et puis d'imploser. Et donc c'est ça sa grandeur. Mais lorsqu'on regarde, ça ne fait pas sens. Ça ne fait absolument pas sens. Toute personne intelligente vous dirait que ça ne fait pas sens. Pourquoi? Parce que déjà, la course aux armements, la course, n'est-ce pas, pour les étoiles, ce n'est pas les Américains qui l'avaient commencé, c'était les Russes. C'est les Russes qui ont mis le premier être humain dans l'univers, dans l'espace. Ce sont les Russes. Et Kennedy a seulement suivi, il a réagi à ça et il a mis le premier être sur la Lune. C'est la différence. Donc, ce sont les Russes qui ont commencé. Comme quoi les Russes étaient déjà sur un chemin bien précis et ce sont les Américains qui les ont suivis. Ça veut donc dire que ce que les Américains disent comme quoi c'est Reagan qui a fait est faux. Mais si on rentre historiquement, on va se rendre compte beaucoup plus profondément d'une chose qui est vraiment basique. Hein? Elle est basique parce que elle n'échappe pas à l'intelligence des gens. Elle est basique. Elle est basique pourquoi? Parce que dès 1917, et tout Africain va le savoir, tout Africain va le savoir, dès 1917, dès la révolution russe, dès 1917, l'Union soviétique qui est née à partir d'une révolte des soldats en Ukraine, c'est-à-dire à Odessa, l'Union soviétique qui est donc née avait décidé d'être anticoloniale. Elle avait décidé d'être anticoloniale. L'Union soviétique avait décidé d'être anticoloniale en se basant sur un livre que je vous ai déjà posté, qui est L'impérialisme stage suprême du capitalisme, un livre de Lénine écrit en 1916. Elle avait décidé d'être anticoloniale. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que lorsque Lénine a pris le pouvoir, il a décidé de financer tous les mouvements anticoloniaux de la Terre. Si vous regardez la Terre, vous allez voir que la Terre est vaste. La Terre est très vaste. Aucun pays ne peut financer tous les mouvements de la Terre sans se ruiner. C'est impossible. Aucun pays ne peut financer tous les mouvements de la Terre sans se ruiner. Je répète encore. Aucun pays ne peut financer tous les mouvements de la Terre sans se ruiner. C'est trop pour un pays. On aurait pu dire ça à Lénine. On aurait pu dire ça à Staline. On aurait pu dire ça à tous ceux qui sont venus après lui. Mais ça aurait contredit la doctrine soviétique, qui était de financer tous les mouvements de la Terre. Mais ce que ça aurait rendu impossible, ça aurait rendu impossible l'indépendance de la Chine, du Vietnam, de tous les pays qui sont devenus indépendants. Parce que c'est l'Union soviétique qui a financé tous les pays, toutes les guerres qu'on voyait partout, c'était sur la base du dos de l'Union soviétique. Et la première de ces guerres-là, c'est la guerre de la Chine. La guerre de la Chine contre le Japon, menée par Mao Tse-tung. Menée par Mao Tse-tung. Donc, l'Union soviétique a financé Mao Tse-tung dans sa bataille contre le gouvernement de son pays, qui était alors aux mains de Chiang Kai-shek, qui a dû fuir son pays. Et il a perdu la guerre. Vous comprenez donc que la première victoire de l'Union soviétique a été militaire en Chine. Ok, réfléchissons un peu, voir. Réfléchissons un peu, voir. Si, en tant que pays, vous investissez sur la Chine, vous avez mal investi. Non, dites-moi un peu, voir. Si, en tant que pays, en 1940, 1930, là, vous investissez sur la Chine, vous avez mal investi. Moi, je suis convaincu que c'est le meilleur investissement qu'un être humain peut faire. C'est-à-dire qu'en investissant sur la Chine, qui se bat contre le Japon dans une bataille anticoloniale, mais c'est le meilleur investissement parce que la Chine est devenue actuellement une puissance.
La Russie investissait sur la Chine lorsque la Chine n'avait rien. Ça veut donc dire que la Russie pompait tout son argent dans la Chine. Pompait. Donc, si on pose la question de savoir qu'est-ce qui a ruiné la Chine, si on pose la question de savoir qu'est-ce qui a ruiné l'Union soviétique, il faut être absolument niais. Il faut ne pas connaître l'histoire des grands mouvements mondiaux pour dire que c'est Reagan qui a ruiné l'Union soviétique. Non! C'est parce que l'Union soviétique investissait dans tous les mouvements de libération de la terre entière. De la Chine à l'Inde, au Mozambique, en Angola, à Guinée-Bissau. Dans tous ces mouvements-là, où elle investissait à capitaux perdus, c'est-à-dire que c'était des pays où on est là pour détruire, où on est là pour casser, où on est là pour détruire tout simplement. C'est-à-dire que l'Union soviétique et la Russie avant investissaient pour détruire. Donc ça veut donc dire qu'elle n'investissait pas dans des plantations. Elle n'investissait pas pour l'exploitation du pétrole. Non, pour tout casser. Donc elle a traversé une période d'austérité, d'investissement négatif. L'investissement négatif, c'est quoi? C'est l'investissement pour détruire ce que l'autre a fait. C'est l'investissement guerrier, c'est un investissement stratégique. Dans ce sens où tu arrives ici, tu investis tout pour casser tout simplement ce qu'il y a ici. Ça veut donc dire que tu es en train de travailler à perte. Et si tu le fais sur la terre entière, c'est clair qu'aucun pays ne peut, dans la langue, soutenir un tel mouvement. C'est absolument impossible. De Cuba, on compte même l'Amérique latine. Si on prend l'Amérique latine, tous ces pays-là, où l'Union soviétique investissait à capitaux perdus pour casser, détruire, etc., c'est-à-dire pour faire la guerre. C'est ça la cause première de la ruine de l'Union soviétique. C'est ça qui a fait que l'Union soviétique, comme on dit en anglais, collapse. Parce qu'à un moment, elle ne pouvait plus financer, mais surtout parce que la Chine n'était pas encore arrivée pour prendre sa place. La Chine n'était pas encore arrivée à un niveau de puissance économique suffisamment forte pour pouvoir suppléer le manque à gagner qu'elle causait. Donc la Chine n'avait pas encore fabriqué une place suffisamment forte pour pouvoir suppléer le manque à gagner que le soutien que la Russie donnait à la Chine créait dans sa propre économie. Mais depuis 1989, comme on voit, depuis 90, la Chine peut le faire. Donc depuis 90, la Chine peut s'occuper elle-même de sa propre économie et puis se battre. Ça veut donc dire, logiquement, la Russie est libérée. Et depuis 90, comme on sait, presque tous les pays qu'elle soutenait pour l'indépendance là sont libérés. Ils sont libres. Nos pays sont indépendants. Nos pays sont indépendants, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus dépendants de l'aide des Russes. Ils ne sont plus dépendants, ils ne vont plus vivre aux dépens de l'économie russe. En conséquence, donc, c'est tout à fait logique, chacun le comprend très facilement, même un enfant le comprend. Le pétrole russe, là, est-ce que les Russes ont découvert le pétrole seulement en 2020? Est-ce que les Russes ont découvert le pétrole seulement il y a 10 ans? Mais les Russes, c'est dans leur pays. Donc l'exploitation de ce pétrole, ils l'utilisaient pour justement financer les guerres qu'ils finançaient partout. Ils l'utilisaient pour justement mettre en branle les mouvements nationalistes qui existaient partout sur la terre entière. Ils l'utilisaient pour toute autre chose que le développement de leur propre pays. Ils l'utilisaient bien au contraire pour casser la suprématie occidentale partout. Et c'est ce qui a affaibli leur économie et les a mis à plat. Et donc, à partir du moment où les pays africains là, se sont libérés, à partir de ce moment-là, où dès 1990, par exemple, l'Afrique du Sud avec Nelson Mandela s'est libérée, mais l'Union soviétique s'est libérée aussi. Donc, ça veut dire que son propre pétrole, elle peut maintenant l'utiliser pour financer sa propre économie. Mais je veux dire, même un enfant le comprend, je n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que les autres ne comprennent pas. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que les Occidentaux qui parlent de la Russie ne le comprennent pas. Même un enfant le comprend. Ça veut dire à partir du moment où les pays, la Namibie, le Mozambique, tous les pays que vous pouvez imaginer là, l'Angola se sont libérés, les pays qui étaient financés par l'Union soviétique, c'est-à-dire dont la guerre était financée par l'Union soviétique, parce que lorsqu'on mène une guerre, on ne peut pas exploiter ce pays-là. On casse tout.
Ces pays-là, n'est-ce pas, se sont libérés. Ça veut donc dire que le premier geste de la Russie, c'est de constituer sa propre suprématie aussi, donc d'utiliser son propre pétrole. Ça veut donc dire que c'est à partir de ce moment-là que la Russie a pu pouvoir mettre l'Europe sous sa propre dépendance avec son pétrole. Parce qu'elle n'utilisait plus ce pétrole pour financer des guerres. Elle ne le faisait plus. Ça veut donc dire que ce n'est même pas surprenant, c'est tout à fait logique de dire que la Russie maintenant est plus forte qu'avant parce qu'elle n'utilise plus ses propres ressources pour pouvoir financer les guerres sur la terre entière. Deux choses donc. La première chose, c'est que la Russie, en fait, ce n'est pas les États-Unis, ce n'est pas Reagan qui a appauvri la Russie, c'est pas lui. On lui donne un mérite qu'il n'a pas. Ce n'est pas lui. La Russie s'est auto-appauvrie parce qu'elle investissait dans des guerres de libération. Parce qu'elle investissait dans la constitution des nations. Mais il faut prendre un exemple. Les États-Unis ont détruit l'Irak. Un pays. Ont détruit l'Irak. Un pays. Construire l'Irak les a dépassés, ils ont fui. Construire l'Irak a dépassé les États-Unis, ils ont fui. Un pays. Ils ont tout détruit. Construire alors les a fui. Les a dépassés, ils ont fui. Mais la Russie faisait ça pour combien de pays? Pour la Chine, pour le Vietnam, mais la liste est si longue. L'Inde me finançait. Le Mozambique, comme je dis souvent, c'est tellement long la liste. Cuba, le Venezuela, tout se passait là. Il y a une période où la Russie, c'était la plaque tournante de tous les mouvements de libération. L'URSS. Parce que la première force de la Russie, c'était évidemment qu'elle finançait tous ces mouvements-là. Des pays qui étaient pauvres, qui n'avaient rien. Des pays comme la Guinée. Des pays comme qu'est-ce que la Guinée peut avoir? Mais la Russie finançait à capitaux perdus. Mais aucun pays ne finance à capitaux perdus parce que la question qui se pose, c'est qu'il finançait pour le présent ou pour le futur. Et là, c'est une question pour moi. Parce que, je dirais, à la différence de l'Occident qui finançait pour le présent, c'est-à-dire lorsqu'ils arrivent dans un pays comme le Congo, ils investissent, mais pour prendre là. Lorsqu'ils arrivent dans un pays comme le Cameroun, la France investit, mais pour prendre là. Ça veut dire que lorsqu'elle prend là, elle est riche là aussi, non? C'est simple, non? Lorsque la France arrive dans un pays comme le Sénégal qui n'a rien, elle investit, mais c'est pour prendre là. N'est-ce pas? Lorsqu'elle arrive dans un pays comme la Côte d'Ivoire, la France, elle investit, mais c'est pour prendre là. Donc, c'est vraiment comme le commerce, quoi. Elle arrive, elle pioche, elle prend. C'est immédiat, directement. La Russie, comme on voit, détruisait, mais pour prendre dans le futur. Elle détruisait, mais pour prendre dans le futur. Ça veut donc dire qu'avec la Chine, elle participait à une guerre qui a pris à peu près 20 ans pour détruire toute la Chine, n'est-ce pas? Et donc, maintenant, il faut reconstruire. Elle investit donc dans le futur. Ça, c'est une différence. J'ai pris cette élaboration à la fin de revenir sur la question simple, est-ce que Poutine peut gagner? Est-ce que Poutine peut gagner? Les chiffres sont là. Moi, je ne lis pas tous les livres qui existent. Je ne lis pas tous les livres qui existent. Je dis tout simplement que les chiffres sont là. Il faut écouter certaines émissions, en fait, ça dit qu'ils sont absolument faramineuses. Certaines émissions qui sont absolument faramineuses que moi j'écoute. Et ce sont des trucs qui sont disponibles en France. Ça dit que voilà, les Français également écoutent. Où on nous dit que la Russie est à peine endettée. Que son endettement, c'est à peu près 17%. 17% de son PNB. 17% son endettement. C'est un pays à peine endetté. Où on nous dit aussi que la France, en comparaison, c'est 150%. Mais c'est absolument choquant. C'est-à-dire, on a d'une part un Occident qui est absolument endetté, on a d'autre part la Russie qui est à peine endettée. Pourquoi? Parce qu'évidemment, la Russie investissait tout son argent pour détruire plus ou moins et constituer un capital dans le futur. C'est ça qui a lieu devant nous. Ça veut dire qu'on a une Chine qui est pratiquement autosuffisante. On a une Russie, je veux dire. On a une Russie qui est pratiquement autosuffisante. On a une Russie qui peut vivre sur ses propres moyens, ce que les États-Unis ne peuvent pas faire. Parce que si l'Europe est dépendante, n'est-ce pas, de la Russie, les États-Unis sont dépendants de la Chine. Les États-Unis sont absolument dépendants de la Chine. Ça veut dire que
la Russie et la Chine se retrouvent dans la position, n'est-ce pas, du créancier. Je prends l'exemple simple. Tu as donné l'argent à quelqu'un. C'est lui qui est dépendant de toi ou c'est toi qui es dépendant de lui? Évidemment, c'est lui qui est dépendant de toi parce qu'il te doit de l'argent. Les États-Unis sont absolument dépendants de la Chine. L'Europe est absolument dépendante de la Russie. Pourquoi? Parce que ces deux pays, la Russie et la Chine, n'ont pas investi dans le présent. Le présent, c'est investi dans l'exploitation, c'est-à-dire, on s'en va en Côte d'Ivoire, on prend. On prend là, on investit chez nous, là. Non. Ils ont plutôt investi dans le fait qu'ils arrivent en Côte d'Ivoire, ou ils arrivent au Mozambique, ils cassent, ils détruisent, donc ils font la guerre, et la guerre c'est cher. Il faut détruire, tuer. Ils le font pendant 20 ans, ils le font pendant 30 ans. Et lorsqu'ils gagnent donc, ils gagnent, et lorsqu'ils gagnent maintenant, il y a une relation que j'appelle une relation de sang, le pacte de sang qui est lié entre ces pays-là dans lesquels ils ont financé la guerre et eux. Donc, ils ont une relation pratiquement sanglante avec des pays comme, en fait, la Chine et puis l'Union soviétique a une relation sanglante qui ne peut pas être cassée. Donc, lorsqu'on voit, par exemple, qu'avant d'ouvrir les hostilités, là, n'est-ce pas, Poutine est allé en Chine pour formaliser cette relation-là dans un flambeau sans limite, mais c'est fondé sur l'histoire. Ce n'est pas parce qu'ils sont voisins, parce qu'ils s'aiment. Non, c'est fondé sur l'histoire. C'est fondé sur le fait que la Chine a été supportée par l'Union soviétique au moment où elle ne pouvait pas se tenir debout. C'est fondé sur le fait que l'Union soviétique a financé la Chine au moment où elle menait sa bataille. Et donc maintenant, l'inverse a lieu. C'est aussi simple que ça. Ça veut donc dire que c'est comme si les États-Unis qui finançaient l'apartheid, parce que l'apartheid, c'était là, alors ils prenaient là, peuvent venir avec l'Afrique du Sud maintenant, lorsque l'apartheid a été vaincu, ils estiment qu'ils peuvent avoir la même relation avec l'Afrique du Sud que la Russie. Non, ils ne peuvent pas. La preuve, c'est le vote. C'est le vote qu'on a vu aux Nations Unies, où soudain la moitié des pays africains a voté pour la Russie. La moitié. Et vous allez voir, la plupart de ces pays qui ont voté pour la Russie, ce sont des pays qui ont eu des guerres. Ce sont des pays que la Russie a financés lorsqu'ils se battaient pour la constitution de leur nation. Ce sont des pays qui se sont battus pour leur libération contre l'Occident. Ce sont des pays qui sont donc battus contre l'Angleterre, contre la France, contre le Portugal, contre l'Espagne. Ce sont des pays qui se sont battus pour la libération et leur libération a été financée par la Russie. Donc, ils sont liés à la Russie par un pacte de sang. La même chose avec la Chine, elle est liée à la Russie par un pacte de sang. Donc, c'est cette relation-là dont Poutine hérite. Poutine hérite de cette relation-là. Il hérite en fait d'un réseau de relations qui lie l'ancienne Union soviétique au monde entier. Il hérite de tout ça. En fait, il hérite du futur. Parce que maintenant, presque toutes ces guerres-là se sont calmées. Toutes ces guerres-là n'ont plus lieu. Ça veut donc dire que Poutine arrive maintenant dans une relation où la Chine, où à partir de la Chine, il ne peut qu'avoir le futur. Alors que les pays occidentaux, qui eux investissent sur le là, ils investissent sur il prend maintenant là pour s'enrichir maintenant là. Ces pays-là n'ont pas d'avenir du point de vue simple des mathématiques. Parce que si on prend le cas de la France, par exemple, la France a établi une relation d'exploitation avec la Côte d'Ivoire, le Cameroun, avec tous les pays de son pré-carré. Mais lorsqu'on voit l'analyse plate et simple, ce sont les pays qui sont les plus pauvres d'Afrique. C'est les pays les plus pauvres d'Afrique. Ça veut donc dire que la France, qui se fonde sur eux pour établir sa puissance, n'a pas d'avenir. C'est très simple. Ne peut pas avoir d'avenir parce que la politique française, c'était celle d'exploitation de là, elle prend là, elle mange, elle prend là, elle mange. À un moment, le plat s'est vidé. Elle a appauvri l'Afrique. Alors que l'Union soviétique, c'est-à-dire la Russie, qui s'appauvrissait, elle, pour libérer l'Afrique, lorsque l'Afrique est libérée, elle a une base pour son propre enrichissement. C'est aussi simple que ça. La Russie qui s'appauvrissait pour libérer la Chine, lorsque la Chine devient libre et devient une superpuissance, la Russie a derrière elle une base, une arrière qui fonde sa puissance sur le futur. Alors que tous les pays occidentaux là, qui avaient investi sur Chiang Kai-shek,
Il est allé, n'est-ce pas, à Hong Kong, Formose, et donc il a disparu. Et donc ils ont mal investi. C'est ce qui se passe devant nous. Ça veut dire que devant nous, ce que nous voyons, c'est ce qu'on pourrait appeler un chiasme. C'est un chiasme, c'est-à-dire c'est un renversement de valeur. C'est-à-dire celui qui a investi par couardise, celui qui a investi par rapacité, le capitalisme le plus rapace, le plus raciste, se retrouve maintenant soudain édenté. Parce que celui, n'est-ce pas, qu'il disait pauvre, il n'a pas compris son système d'investissement, il n'a pas compris que celui-là investissait plutôt sur le capital humain des gens, alors que lui, il investissait sur les choses. La Russie investissait sur le capital humain des gens, investissait donc sur des gens qui n'avaient rien, avec la perspective que ces gens libérés devenaient ses amis. Alors que la France, l'Angleterre, les États-Unis investissaient sur les choses, venaient acheter l'ordinateur, venaient acheter le diamant, venaient acheter l'or, venaient acheter tout ça. Et bien, tout ça est fini. La Côte d'Ivoire, c'est l'un des pays, c'est un pays qui sera pauvre demain, dans 10 ans, 20 ans, ça sera fini. Le Gabon qui avait le pétrole, c'est fini. Les Français ont tout pris, etc. Donc ça, c'est le présent. La Russie investit dans le futur. Vous voyez la différence là? C'est une différence de principe. Ça veut dire que c'est deux visions différentes. C'est deux visions différentes qui font que, d'un côté, on a quelqu'un qui est devenu riche rapidement. De l'autre côté, on a quelqu'un qui s'est appauvri dans son mouvement. Je veux dire qu'il s'est appauvri dans son mouvement, mais dans ce mouvement-là, a fondé un futur de richesse. Et ce futur de richesse-là est palpable, visible sur la Chine. Autrement dit, la Chine n'aurait été nulle part. La Chine n'aurait été nulle part si la Russie l'avait financée. La Chine n'aurait été nulle part si la Russie l'avait financée. Nulle part. Essayons d'imaginer. Si vraiment sur la Terre, ça dit, comme on dit, les États-Unis sont souvent riches. En termes d'analyse même, quelle que soit la richesse de Bill Gates, il ne peut pas dépasser la richesse de la Chine. Il ne peut pas. Quelle que soit la richesse de Mark Zuckerberg, il ne peut pas atteindre la richesse d'un pays comme la Chine. Il ne peut pas. Donc pour quelqu'un qui est comme Lénine, qui décide d'investir sur la libération de la Chine, c'est-à-dire de financer la guerre de Mao Tse-tung, mais il investit sur le futur. Parce que c'est un vaste pays. C'est un pays qui a 1 milliard de population. C'est un pays qui, etc. Mais à la fin, lorsqu'il gagne la guerre, ça veut donc dire que c'est jouer le meilleur Njambo, quoi. C'est le Njambo, le plus bon Njambo qui existe. Il a gagné. Et donc maintenant, c'est en train de se décider devant nous, où la Chine et puis la Russie entrent dans une alliance où nous voyons nous-mêmes que l'ONU a perdu sa signification. L'OTAN a perdu sa signification. L'Union européenne a perdu sa signification. Nous voyons ça devant nous-mêmes. Ça se passe devant nous. À cause tout simplement de la structuration d'une alliance entre la Russie et la Chine. Tous ces pays-là perdent de la signification parce qu'ils perdent soudain. On se rend soudain compte que l'investissement a été mauvais. Donc, pour résumer un peu, je dirais que l'analyse qui veut que on voit ce que Poutine est en train de faire comme étant tout simplement une guerre, c'est une belle analyse, mais elle oublie le fait suivant, que toute grande guerre commence par un petit incident, commence par un petit malentendu. Et à partir de ce malentendu-là, des problèmes fondamentaux sont posés et sont résolus. Des problèmes fondamentaux sont articulés et on leur trouve une solution. C'est-à-dire qu'on leur trouve une solution au moins pour les prochains 10, 20, 30 ans. Ou on peut dire que dans les prochains 10, 20, 30 ans, voici l'ordre mondial qui est en train de se décider. Et cet ordre mondial n'est pas fondé sur Reagan a gagné, Reagan. Non. Ça c'est enfantin. Ou bien la Russie est pauvre. Non. Ça c'est enfantin. C'est fondé sur l'articulation des relations d'interdépendance de force qui relient des pays puissants. Et donc, c'est ce qui se passe, c'est ce qu'on appelle le réalisme. C'est-à-dire une analyse réaliste de la situation où tu comprends toi-même que la bataille qui a lieu là, ça te dépasse. Ça te dépasse. Donc, tais-toi. Ou un pays comme la France comprend que ça la dépasse. Pourquoi ça la dépasse? Parce que elle a investi sur le mauvais cheval. Elle a investi sur le présent lorsque la Russie investissait sur le futur. Elle a investi sur des pays qui sont là, qu'elle peut exploiter pour le bois, pour le pétrole, pour le diamant, pour l'or,
pour le manganèse, elle investit là-dessus lorsque la Russie investissait sur la libération des peuples. La libération du peuple chinois, la libération du peuple indien, la libération du peuple vénézuélien, la libération du peuple mozambicain, du peuple sud-africain, du peuple guinéen, etc., etc., etc. Dans la Russie, l'Union soviétique, donc, investissait jusqu'au point de se ruiner. Jusqu'au point de se... On n'a jamais vu ça. Un pays qui investit tellement sur les peuples qu'il se ruine lui-même. C'est-à-dire que de la position économique qu'il avait avant, il se retrouve appauvri. Mais c'est un modèle économique absolument nouveau. C'est un modèle économique qu'il faut analyser. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est mieux? Investir sur les choses, c'est-à-dire sur le diamant, le manganèse, l'or, etc. Ou bien investir sur les êtres humains dans leur potentiel, leur capacité à se libérer. C'est de quoi il s'agit. Vous allez vous rendre compte que lorsque vous analysez comme ça, vous allez voir qu'une telle analyse fonde de la richesse dans le futur. Tandis que une analyse qui investit sur les choses, en fait, ne peut fonder que la pauvreté dans le futur. J'ai dit au départ que l'Africain, lorsqu'il analyse, il sait ce que c'est que la pauvreté. Et là, voilà. Maintenant, pour revenir sur la pauvreté, pour prendre l'histoire, je vais vous expliquer ça au niveau du système. Au niveau du système, tout simplement. Prenons l'histoire. Si on prend l'histoire, il faudra se poser la question de savoir, eh bien, très bien, est-ce que ça se passe seulement devant nous? Pourquoi est-ce que les Russes ont décidé de penser comme ça? Pourquoi est-ce qu'en 1917, les Russes ont décidé de réfléchir comme ça? Mais parce que les Russes se connaissent. Ils connaissent leur propre histoire. Ils connaissent l'histoire de l'Europe. Les Russes connaissent la pauvreté. Les Russes ils savent que c'est un pays qui a un potentiel. Ils ont le gaz, ils ont le pétrole, ils ont tout, mais ils ont une population qui était pauvre. Ils le savent beaucoup plus que tout le monde. Mais ils savent aussi qu'ils sont un pays gigantesque. Mais ce qu'ils savent aussi quand même, je crois que cela, les Européens l'oublient toujours. C'est qu'ils savent toujours que toutes les fois où les Européens ont essayé d'aller en guerre contre la Russie, malgré le fait que la Russie était pauvre. Je répète, toutes les fois où les Européens ont essayé d'aller en guerre contre la Russie, malgré le fait que la Russie était pauvre, la Russie les a battus. La Russie les a battus. Donc ils savent que, quel qu'en soit le cas, ils vont battre l'Europe. Ils savent ça. Ils savent aussi que toutes les fois où l'Europe s'est constituée en tant qu'Union européenne, c'est-à-dire par exemple maintenant, que ce soit union économique, que ce soit union financière, que ce soit union militaire, c'est-à-dire l'euro, que ce soit le Parlement européen, que ce soit l'OTAN, toutes ces unions-là ont toujours été bâties contre la Russie. Ils le savent. Parce que c'est inscrit dans l'histoire européenne. Ça, ce n'est pas quelque chose qui est caché. C'est inscrit dans l'histoire européenne que toutes les fois où les pays européens se réunissent, c'est parce qu'ils veulent se réunir contre la Russie. La raison est simple. La Russie est grande et unie, l'Europe est divisée et petite. Donc, les Européens comprennent que pour avoir une chance par rapport à cette grande Russie-là, il faut s'unir. La différence avec l'OTAN de maintenant, c'est que l'OTAN est plus ou moins sous le parapluie des Américains, des États-Unis, pays où je suis. C'est la seule différence. Donc, les Européens, après 1945, ont estimé qu'ils devaient donner leur défense, le chapeau de leur défense aux États-Unis. Ils n'ont pas fait par choix. Ils l'ont fait parce qu'ils ont été défaits. Ils n'ont pas fait parce qu'ils voulaient. Ils avaient été défaits par l'Allemagne. Donc, je lis souvent les Français, ils disent que oui, De Gaulle. Mais De Gaulle avait été défait. S'il n'y avait pas l'Angleterre, s'il n'y avait pas les États-Unis, mais De Gaulle, il parlerait allemand. Il se serait suicidé. Donc, l'Europe avait été défaite. Donc, c'est une situation de fait. Une situation de fait qui veut qu'il n'avait pas de choix. Mais il demeure que, même s'ils n'avaient pas de choix, ils ont choisi donc de se réunir sous le parapluie américain pour contrecarrer la même Russie. Pour contrecarrer la même Russie, que ce soit soviétique, que ce soit n'importe quoi. Il faut rentrer dans l'histoire européenne, vous allez voir que toutes les fois où l'Europe s'unit, c'est pour se battre contre la Russie. Toutes les fois où elle s'unit, se battre contre la Russie. Mais ce que ces livres-là vous disent aussi, et devraient nous dire, c'est que l'Europe est toujours chicotée. Elle est toujours chicotée. Donc,
L'Europe n'a jamais pu battre la Russie. L'Occident n'a jamais pu battre la Russie. Jamais, 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 jamais. C'est comme si on... Ah non, en fait, je ne veux pas insulter les gens. Eux-mêmes le savent. Eux-mêmes le savent qu'ils n'ont jamais pu battre la Russie. Eux-mêmes le savent. Eux-mêmes le savent. Eux-mêmes savent qu'ils n'ont jamais, 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 jamais pu battre la Russie. Et moi, comme j'ai vécu quand même pendant 3 ans à Berlin, et que Berlin a été libéré par les Russes, même les Allemands vont vous le dire. Les Américains, ils peuvent taper ils disent que c'est eux qui ont gagné. Mais c'est parce que les Russes ne parlent pas beaucoup. Les Américains ont libéré Paris. Je répète, les Américains ont libéré Paris. Les Russes ont libéré Berlin. C'est comme ça. Donc, les Américains, comme ils parlent beaucoup là, on a gagné, we won. Non. Ils ont libéré Paris. Les Russes ont libéré Berlin. Donc, c'est comme ça. Donc, ce n'est même pas une question de discussion, de débat, de n'importe quoi. Non, ils savent eux-mêmes, les Européens savent eux-mêmes que, toutes les fois où ils parlent de Union européenne, OTAN, euro, c'est parce qu'ils veulent se protéger de la Russie, qui est grande, très grande, gigantesque, mais aussi parce que eux deux, ils savent que désunis, ils sont faibles. Désunis, ils sont faibles par rapport à quoi? Par rapport à la Russie. Comme quoi, même si l'argument de la Russie faible arrive à un moment, c'est un argument qui ne mène nulle part. Parce que même lorsqu'elle est pauvre, même lorsqu'elle est pauvre, la Russie chicote quand même l'Europe. C'est-à-dire, c'est comme quelqu'un qui te tape même lorsqu'il n'a pas de chaussures. C'est-à-dire que même lorsque c'est quelqu'un qui te tape même lorsqu'il est mendiant, quoi. Tu vois, si t'en vas là, tu vois quelqu'un qui est mendiant, il est assis en route là, il demande l'argent, mais il te tape quand même. C'est un peu ça. C'est un peu ça la Russie. C'est-à-dire que même lorsqu'elle est pauvre, quoi, elle n'a rien, mais elle tape quand même l'Europe. C'est ça. C'est ça que je voulais dire un peu pour conclure. Pour dire que le mythe c'est-à-dire qui va gagner. C'est écrit dans l'histoire européenne. Les Européens eux-mêmes le savent. Peut-être les Américains ne le savent pas encore, mais les Européens doivent leur dire que même lorsque c'est comme quelqu'un qui est mendiant, là. C'est-à-dire qu'il vient, il n'a rien là, il a seulement le short, il n'a que les chaussures, tu viens, il te tape quand même. avant de continuer. C'est comme ça la Russie. Donc la pauvreté de la Russie n'est pas, it's not an impediment to its power. It was never. La Russie chicote l'Europe sans problème. Sans problème. En fait, même, les scénarios pour battre l'Europe sont si nombreux que Poutine n'a même pas besoin de se donner un effort. Il n'a même pas besoin de se donner un effort. Il n'a pas. Moi, je suis un écrivain, j'ai passé des années à lire et à relire Guerre et Paix. Les Russes, ils ne font rien, c'est-à-dire avec les Européens, voici le scénario de Guerre et Paix. Il ne fait rien, c'est-à-dire lorsque Napoléon le plus grand, géostratège, soldat, général de France, etc., d'Europe, d'Occident, lorsqu'il a décidé de faire la guerre contre la Russie, les Russes n'ont rien fait. Ils sont seulement allés se cacher. Ils n'ont rien fait. Ils sont allés se cacher. Ce qui a tapé Napoléon, c'est l'hiver. C'est-à-dire qu'ils se sont cachés tout simplement. L'hiver a fait mourir tous les soldats français. Ils sont rentrés, c'est-à-dire vraiment, l'armée est morte en chemin. La même chose avec Hitler. Lorsque Hitler a décidé d'aller battre contre la Russie, les Russes n'ont pas combattu. Ils sont allés seulement dans la brousse, dans l'hiver se cacher. Ils ont vidé Moscou, Ils sont partis. Ils disent prends tout. Ils sont partis. Mais l'hiver les a chicotés. C'est ça la différence. La Russie n'a pas besoin de se battre. C'est-à-dire que même lorsqu'elle est pauvre, même lorsqu'elle est absolument pauvre, elle chicote quand même l'Europe. C'est-à-dire, vous voyez souvent, quelqu'un te dit que même lorsque je dors là, tu viens, je te tape quand même. C'est comme ça la Russie avec l'Europe. Donc, l'échange qu'on a là avec l'Ukraine, c'est une relation formative. Formative. Mais ça nous permet aussi de comprendre que, pour la première fois, l'Afrique a compris son intérêt. Pour la première fois de mon vivant, j'ai vu le vote africain, j'étais absolument surpris. Absolument surpris. Parce que pour la première fois, l'Afrique a agi sur la base de son intérêt.
J'ai vu même le Cameroun, hein, moi je ne vais pas reprocher au Cameroun d'avoir voté, de n'avoir même pas participé parce que j'ai lu le texte de Sadi, c'est un texte intelligent. Moi j'ai compris qu'au Cameroun, en Afrique en général, les gens commençaient à réfléchir sur la base de leur intérêt. Et l'articulation de cet intérêt-là est arrivée le plus au Sénégal. Ça dit que le Sénégal, comme les Ukrainiens étaient en train de recruter des gens partout là, l'ambassadeur ukrainien au Sénégal a décidé de recruter des Sénégalais. Ce qui devrait être logique parce que le Sénégal a toujours participé aux conflits mondiaux. C'est-à-dire que en 1870, le Sénégal était là, lors de la guerre entre la France et l'Allemagne. 1870. J'écris encore. J'écris ça parce qu'il faut que vous sachiez. Il faut connaître l'histoire africaine. En 1870, le Sénégal était là. La guerre Allemagne contre France, qui a débouché sur la capture de l'empereur français en 1871. Le Sénégal était là. Les tirailleurs sénégalais. 1914, le Sénégal était là. 1914, le Sénégal était là. 1943, je ne dis pas 1939, 42, 1942, non, 43. Le Sénégal était là. Le Sénégal s'est rejoint. Je vais sauter quelques dates. Conflit au Rwanda, 1994. Le Sénégal était là. Guerre 2003. Guerre en Irak. Le Sénégal était là. Donc le Sénégal a une longue histoire de participation aux guerres des Blancs. Une histoire qui a constitué la conscience politique sénégalaise. Avec des gens comme Blaise Ndiaye. Avec des gens comme Blaise Ndiaye. Qui est le premier sénateur finalement africain. C'est lui d'ailleurs même qui allait recruter des gens. Qui allait recruter des gens. Et c'est dans ce recrutement-là qu'il a rencontré Senghor. Senghor lui-même qui s'est battu lors de la Deuxième Guerre mondiale, il a été fait prisonnier. Donc Senghor était prisonnier des Allemands. Il était prisonnier au camp Stalag. Donc les Sénégalais ont une longue histoire avec les conflits des Blancs. Les Sénégalais sont toujours là. Ils sont les premiers à dire, moi, on va aller se battre. Des gens comme les Semaine Ousmane ont été tirailleurs. Donc lorsqu'on dit tirailleurs au Sénégal, c'est une... Oui, voilà femme. C'est une très longue, c'est une histoire glorieuse. Ce n'est pas une histoire de honte. Moi, j'ai écrit un livre sur les tirailleurs. Voilà le livre. J'ai écrit un livre sur les tirailleurs. Voilà ça. Le livre sur les tirailleurs. Il est traduit en anglais, en allemand, il est traduit en italien, etc. J'ai écrit un livre sur les tirailleurs. Voilà ça. Donc, c'est une histoire sur laquelle j'ai fait des recherches pendant des années. Mais le Sénégal est toujours là. Numéro 1. C'est pas une insulte, hein, c'est reconnaître tout simplement le choix politique d'un pays. Et les tirailleurs ont formé la conscience politique de toute la classe politique sénégalaise. Donc, lorsque l'ambassadeur ukrainien écrit un texte comme celui-là disant qu'il veut recruter des Sénégalais et que le Sénégal, l'État du Sénégal dit que non, qu'on va te renvoyer de ce pays-ci. C'est une rupture, c'est une position où même n'importe quel être humain va dire waouh. Va dire waouh. Parce que le Sénégal est en train de rompre avec sa longue tradition de participation militaire aux conflits mondiaux. Le Sénégal est en train de changer de cours. Le Sénégal est en train de se retrouver à un carrefour. Le Sénégal est en train de dire non à sa propre histoire. Donc lorsqu'on voit ça, on se rend compte que l'Afrique a commencé à agir sur la base de son propre intérêt. Ça veut donc dire que cet intérêt-là est réfléchi. Donc ce que je dis, si je suis devant un Sénégalais, le Sénégal le comprend. Devant quelqu'un d'Afrique du Sud, il le comprend. Quelqu'un de Mozambique, il le comprend. De Guinée, il le comprend. Quelqu'un n'importe, l'opinion publique africaine est absolument unanime. Il n'y a aucun intérêt à détester la Russie. Aucun. Il n'y a aucun intérêt à détester la Russie. Aucun. Lorsqu'on vient d'Afrique. Ça veut donc dire que la relation avec la Russie est en train de se structurer devant nos yeux. Elle se structure devant nos yeux comme ça, 1, 2, 3. Pourquoi est-ce qu'il n'y a aucun intérêt à détester l'Afrique, même dans un pays comme le Sénégal? Même dans un pays comme le Sénégal qui a toujours participé aux guerres des Blancs. Je répète, pourquoi, même dans un pays comme le Sénégal qui a toujours participé aux guerres des Blancs, les gens découvrent soudain qu'il n'y a aucun intérêt à détester la Russie.
C'est parce qu'ils se rendent compte que dans l'analyse économique, les Russes ont investi sur le futur, sur les gens, alors que l'Occident a investi sur les biens. Les Russes ont investi sur les êtres humains, alors que l'Occident a investi sur les richesses. Les Russes ont investi sur les peuples à partir de la Chine, alors que l'Occident a investi sur l'or, le manganèse, le bois, le sous-sol, le pétrole. Ils se rendent compte que les Russes ont investi sur le capital humain, alors que les Occidentaux ont investi sur les biens matériels. Ils se rendent compte que les Russes ont investi sur le futur, alors que les Occidentaux ont investi sur le présent. Donc, toute personne qui se rend compte de ça comprend d'une part pourquoi, lorsqu'elle investit sur les gens, comme vous savez très bien, lorsque vous investissez sur quelqu'un, le temps que la personne a grandi, vous êtes pauvre, non? C'est-à-dire, si vous avez 6 enfants, le temps que ces enfants-là aient un boulot, n'est-ce pas, vous êtes pauvre? C'est pourquoi vous voyez les maîtres, les professeurs, les parents sont pauvres, parce que lorsqu'ils investissent sur leurs enfants, mais lorsque les enfants-là auront une position, les enfants vont les aider. C'est ce que les Russes ont fait. Alors que les Occidentaux investissaient directement sur l'or, le manganèse, sur l'exploitation des minéraux, du bois, des choses comme ça. Donc, ils ont été riches là. Alors que les Russes ont investi sur les biens, sur les êtres humains, n'est-ce pas, sur les peuples, et puis dans le futur, avec la Chine, par exemple, avec la Chine, ils ont pu avoir un peuple qui, logiquement, n'est-ce pas, leur donne une base arrière indépassable. Donc, dans ce combat du futur-là, je voulais dire que l'Afrique a compris pour la première fois son intérêt. C'est la première fois de ma propre vie, que je vois les Africains, tant l'opinion publique africaine que les décideurs africains agissent sur la base de leurs intérêts. Uniquement sur la base de leurs intérêts, et puis bâtir ainsi une unité d'intérêt. Je ne dis pas une unité comme on dit l'Union africaine, je dis une unité d'intérêt. Oui, tous là, lorsqu'ils lisent leur vote, ils se rendent compte qu'ils sont unis. Lorsqu'ils lisent leur vote, ils se rendent compte qu'ils peuvent maintenant constituer 2 blocs. Ils peuvent constituer 2 blocs sur la base de ce vote-là. Comme en Europe, il y a la gauche et la droite. La gauche et la droite, c'est pas parce que les gens ont la même couleur, la peau, c'est pas parce que les gens ont la même origine, c'est parce que les gens se rendent compte de leur vote. Donc, ils se rendent compte de leur intérêt collectif. Ils se constituent dans 2 clans. La même chose avec l'Afrique. L'Afrique se rend compte donc de son intérêt à la base de son vote à l'ONU. Et donc, sur la base de ça, peut constituer 2 blocs. Et c'est ces blocs-là qui se constituent devant nous. Ils se constituent de manière... ce n'est plus le mur. Ils se constituent sur la base des intérêts. On n'a pas besoin de bâtir un mur entre la gauche politique et la droite politique. On se retrouve au Parlement, on vote. Et ce vote-là est répétitif. Pourquoi? Parce qu'il est basé sur l'intérêt. Donc l'intérêt-là est articulé dans le vote. Voyez donc, pour revenir sur le Cameroun, un vote, une analyse comme celle-là fructifie nécessairement la lecture politique camerounaise, parce que la lecture politique camerounaise devient transparente. Lorsqu'elle est basée là-dessus, elle devient transparente parce qu'on se rend compte que les anglophones, par exemple, les ambazoniens, ils n'ont aucun intérêt à ne pas suivre avec attention ce qui se passe. Mais ils devraient faire attention de faire une mauvaise lecture. Parce qu'une mauvaise lecture voudrait qu'ils se disent soudain que, oui, les ambazoniens, c'est comme, l'Ambaland, c'est comme par exemple l'Ukraine. Non. Il faut être intelligent. Il faut lire à partir de ton intérêt. Il faut lire à partir de ton intérêt. Et lorsque tu lis à partir de ton intérêt, tu te rends compte que l'Ambaland, c'est plutôt le Donbass. L'Ambaland, c'est plutôt le Donbass. Donc, sur la base de cette analyse, tu te rends compte que tu n'as aucun avantage à antagoniser la Russie. La Russie, c'est ton ami. Poutine, c'est ton ami. Tu n'as aucun avantage en tant qu'Africain à antagoniser la Russie. Aucun. Poutine, c'est ton ami. Basé sur les intérêts, hein. Je n'ai pas dit que, basé sur le fait que Poutine, il est brutal, c'est un autocrate, c'est ceci, il n'est pas démocrate, il tue les gens, il emprisonne. Non, 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 non. Basé sur ton vote d'intérêt. Basé sur ton intérêt, comme articulé par le vote à l'ONU. Poutine, c'est ton ami. Donc, c'est ça, comme dit Gonzalez, c'est ça la force du vote. C'est la force du vote, c'est que ça te donne une lecture de la réalité. Et tu te rends compte qui est ton ami et quels sont ceux avec qui tu peux travailler. De même avec les Ambas. Ça veut dire que les Ambas
sans le Donbass. Je peux avoir une autre lecture. J'ai déjà eu des sessions là-dessus, sur l'analyse du Donbass. On a déjà fait ça. Mais, pour le moment, partant de l'analyse géostratégique, n'est-ce pas, la grandeur des systèmes mondiaux, je reviens sur cette conclusion-là pour que vous la compreniez très bien. Le Donbass, c'est ça la base. Et vous, si vous venez aux États-Unis, je vis aux États-Unis, hein, il n'y a pas de médias qui parlent du Donbass. Si tu es du Donbass, alors tu es fini ici. Comme il n'y a rien, on ne parle pas du Donbass. On ne parle pas du Donbass ici. Pas du tout. Tu es fini. Oh, c'est ça l'intérêt. C'est ça la location de l'intérêt des Africains. Parce que le Donbass est une minorité. C'est ça la cause de la crise. C'est ça la cause de la guerre. N'est-ce pas? Et la France même, c'est uniquement avant-hier qu'elle a commencé à parler du Donbass. Avant-hier seulement. C'est uniquement avant-hier qu'elle a commencé à parler. Ça dit parler, ça veut dire que ceux qui ont fait des recherches sur le Donbass ont pu rendre leurs recherches publiques. C'est-à-dire que des films, des débats, des discussions entrées, je vois sur le Figaro par exemple, mais ceux qui en parlent, ce sont les gens de la droite. Ce sont les gens de droite en France, la droite. Ça veut dire que si la droite vient au pouvoir en France, parce que je crois que Macron va perdre les élections, justement à cause de la crise là en Ukraine, parce qu'il est vraiment du mauvais côté de l'histoire, ben si la droite vient au pouvoir, le Donbass sera le thème. Parce que finalement, les Français commencent à se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'il y a guerre en Ukraine. Et surtout, ils commencent à se poser la question de savoir pourquoi ils sont en train de perdre. Ils se demandent pourquoi est-ce qu'ils sont en train de perdre. Ils se posent cette question simple. Why are we losing? Aux États-Unis aussi, on se pose cette question. Why are we losing? Voilà. Je crois que j'ai toujours dit que je vais faire 1 heure de temps. J'ai fait plus d'1 heure de temps un peu. Prenons dans ces dernières minutes-ci. Et là, participer, acheter, hein. Il faut pas seulement qu'on vienne écouter, hein, il faut acheter le livre, hein, c'est ici. Les livres. Voilà. Voilà, je poste encore, voilà. Participer, n'est-ce pas? Il faut acheter, hein, il faut acheter des livres, hein. Acheter des livres, des t-shirts, tout, hein. Il faut acheter, hein. Il faut... Ah oui, Yves, voilà. Le monde est terrible, hein, ça se répète. Hein. Tu dis que durant le génocide du Rwanda, c'est le Figaro qu'il fallait lire des années différentes de celles de l'État français. Ça se répète devant nous. C'est dans le Figaro que je vois Luc Ferry qui pose justement la question de l'origine de la crise, parce que soudain il se pose la question de savoir pourquoi est-ce qu'on est en train de perdre. Pourquoi est-ce qu'on est en train de perdre. Donc il se pose donc la question de savoir comment est-ce qu'on en est arrivé là. Comment est-ce qu'on en est arrivé là. La question est vraiment simple. Comment est-ce qu'on en est arrivé là. Les États-Unis ne sont pas encore là. Hein. Les États-Unis sont encore comme le train. C'est-à-dire, on va gagner, mais ils vont pas gagner. Ils vont pas gagner. Non, ils vont pas gagner. Non, Poutine va les chicoter. Historiquement, en fait, la Russie a dû chicoter l'Europe. Et sur ce conflit-ci, Poutine va les chicoter. Là, c'est vraiment indiscutable parce qu'ils ont investi sur le mauvais cheval. Absolument le mauvais cheval. Mais donc, la droite a commencé à se poser ce genre de questions, et ce qui est très, très intéressant. Mais cela dit, participer, hein, participer les amis, il ne faut pas que je vienne ici comme ça le dimanche, il n'y a pas de cotisation, hein, ça ne marche pas, donc il faut cotiser. Ah, oh, mais personne n'a encore participé, hein, c'est pas possible. Les amis, je parle, et puis vous ne cotisez rien. Oh, aïe. Allez, cotisez les amis, cotisez. Voilà. Cotisez, hein, cotisez les amis, cotisez, hein. Je vois, nous sommes à un très bon chiffre, là, chacun d'entre vous achetez un livre ou bien mettez quelques contributions, c'est quelque part. Mais là, vous êtes seulement en train d'écouter, vous ne participez pas. Oh, aïe. Hein? Voilà, participez, hein. Ah, Martin, voilà, merci. Thank you very much, my brother, thank you very much. An explanation, peut-être je dois une excuse à tous ceux qui m'écoutent en anglais. J'ai tout simplement décidé parce que les anglophones de toutes les façons sont déjà d'accord sur ce que je dis.
You know, because Ambas really already know what I talk about. You know, it is not really a matter of arguing. We are brothers there. We are, you know, we agree totally. So I simply felt, you know, because in your own sphere, you already do that, this kind of ideological work, which has, on the one hand, structuring the work you do, and on the second, you know, having, you know, some ideas, you know, put on the table for your interest to be articulated in the right way. I felt that work has not been done in French and needs to be done in French. Et c'est pourquoi je le fais en français. Et parce que ce travail idéologique n'est pas fait en français et n'a pas été fait en français. Donc c'est pourquoi je le fais en français, pour que en français et chez les francophones, j'appelle ça la constitution de la gauche, soit clairement formulée pour que les gens sachent que ce que je fais là, c'est un travail de structuration de la gauche. Parce que la gauche, c'est pas seulement un mot, c'est pas seulement un verbe, hein, c'est pas seulement on va dire la gauche. Non, non, non. C'est une manière de voir les choses qui est fondée sur des intérêts bien précis, sur l'analyse qui prenne les minorités au sérieux. Parce que la droite va dire démocratie, démocratie, démocratie. Mais nous savons que la démocratie qui ne respecte pas les minorités n'a pas le droit d'exister. Et Amba, c'est Donbass, Donbass, c'est Amba. Donc il faut vraiment savoir, et ça doit être aussi clair que tout. Amba, c'est Donbass, Donbass, c'est Amba. Amba, c'est Donbass, Donbass, c'est Amba. Ça doit être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Merci, 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 merci. Thank you, thank you, thank you, thank you very much. Non, 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 Francis, non, 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 Francis, tu m'as plutôt demandé de te donner de l'argent. Hein, Francis, tu m'as plutôt demandé de te donner de l'argent. C'est l'inverse que tu dois faire. Je vois, tu m'as plutôt demandé de te donner de l'argent. Tu dois plutôt me donner de l'argent. Hein, Francis, c'est l'inverse. Ok? C'est l'inverse, l'inverse. Donc, tu dois appuyer l'autre bouton. Il y a deux boutons, tu appuies l'autre. C'est pas request, c'est participation. Voilà, c'est participer, c'est pas request, c'est participation. Ok? Donc, participer les amis, participer les amis, participer les amis. Et voilà. Il y a Francis qui, voilà. Merline, merci beaucoup, Merline, merci. Voilà, n'est-ce pas, ça vient. Merline, merci beaucoup, merci. Hein? J'insiste sur Francis, je crois que Francis a compris. Voilà. Donc, je fais en français, je disais, nous sommes en train de fonder la gauche, pour nous aider à fonder la gauche. Et on ne peut pas fonder sans se salir, hein, c'est clair avec la Russie. On fonde d'abord en détruisant, mais c'est investi donc sur le futur. Voilà. Merci. Oh, merci Martin, merci beaucoup. Martin, merci beaucoup, merci. Donc, voilà, je vais... Ah, Francis, maintenant c'est d'accord. Donc, c'est réglé. Je vais donc vous quitter aujourd'hui. Merci beaucoup. Allez, salut.